Elle a fait ses spaghettis, elle a des billets d'Anna. Elle a fait ses popletis, elle a fait des billets. Santé! Bon, et ben là, dans cette vidéo, je vais vous montrer un truc, c'est comment une radio de service public, France Intox pour ne pas la nommer, enfin, plus connue sous le nom de France Info, comment cette radio se transforme en un véritable tribunal de l'Inquisition. Alors, à l'époque de l'Inquisition, c'était le clergé, c'était les curés. Là, maintenant, ce sont des gens qui se prétendent journalistes. Et là, ils accueillent un mec qui maîtrise ses dossiers. Il propose des choses qui ne vont pas dans le sens de l'idéologie actuelle, de l'idéologie dominante. Donc, comme ces gens-là en face n'ont pas d'argument parce que lui maîtrise ses dossiers, comme on dit, et ben en fait, ils vont utiliser d'autres stratagèmes, d'autres techniques pour le faire passer pour un illuminé. Alors ces gens-là sont indétrônables puisqu'ils travaillent pour le service public. Vous savez qu'en règle générale, quand on est fonctionnaire à la fonction publique ou dans un autre organisme du service public, on est en général indétrônable, hein, c'est à vie, enfin jusqu'à la retraite. Et c'est très rare qu'on arrive à se faire licencier dans un service public. Il faut vraiment en vouloir, quoi. À la limite, on peut se faire muter dans un autre service. C'est ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. J'ai rien contre les fonctionnaires, hein, parce que je sais ce que c'est qu'une aide-soignante, un infirmier ou une infirmière, un instit, un agent de service. Beaucoup de ces gens-là sont des fonctionnaires et ils mouillent la chemise. Mais dans les services publics aussi, et plus on va haut, plus c'est le cas, il y a des tirs au cul et ils sont bien payés et indétrônables. Enfin voilà, donc ces gens-là sont payés avec nos thunes et en plus ils foutent rien, ils bossent pas en fait. Vous allez voir. Votre grand projet, c'est le retour au franc. C'est l'un des projets, c'est de revenir, c'est de créer un nouveau franc. Voilà. C'est tout de même important, nous sommes Ah oui, c'est tout à fait essentiel. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Pour changer concrètement de monnaie, on imagine qu'il faut du temps, il faut retirer les vieux billets en circulation, il faut en mettre des nouveaux, c'est-à-dire faire fabriquer du franc. Ma question est assez précise. À partir du moment où, par hypothèse, vous êtes en situation de le faire, à partir donc du 8 mai, combien de temps il vous faut pour que le franc soit concrètement dans nos poches et utilisable? 1 an, 2 ans? Ah non, honnêtement c'est beaucoup plus facile de sortir d'une monnaie que d'y entrer, d'entrer dans une monnaie, parce que pour entrer dans la monnaie européenne, il avait fallu, rappelez-vous, pratiquement une décennie pour essayer de faire une convergence des économies. Donc il faut fabriquer des billets, il faut sortir les anciens, il faut mettre les nouveaux. Ça, honnêtement, ça peut se faire très très rapidement, ça a déjà été fait. Vous allez sourire, mais ça peut se faire en l'espace de 3 jours. Là déjà, le journaliste ne comprend pas ce qui se passe et tout, parce qu'il est très technique là, c'est vrai, mais personne n'avait pensé à ça. Donc là, en fait, il pose des questions à la con, Jean-Michel Apathy, vous allez voir. Il suffit, oui, oui, parce que on va vérifier, c'est intéressant. Oui, non, attendez, pas imprimer des nouveaux billets, mais ce qui se fait dans ce genre de situation, ce qui s'est déjà fait de nombreuses fois, par exemple lors de l'éclatement de la couronne austro-hongroise, lorsque, vous savez, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont éclaté. Par exemple l'Empire austro-hongrois, par exemple l'Union soviétique, etc. Et à ce moment-là, très rapidement, on crée des monnaies. Alors, l'affaire des billets est presque un détail, mais ça n'est pas tout à fait un détail. Ce qui se passe dans ce genre de situation, en cas d'urgence, c'est que pendant un week-end ou pendant 4 ou 5 jours, on met des coups de tampon ou des timbres secs sur des billets existants, par exemple dans les banques qui travaillent par exemple plusieurs week-ends, et puis qui montrent que ce sont des billets qui sont devenus des billets de francs, le temps d'imprimer des nouvelles coupures. Vous n'avez pas peur que ça affole les gens Alors déjà, vous croyez pas que ça va affoler les gens? Mais les gens, c'est pas des cons. Enfin, déjà, vous voyez, le journaliste là, il prend les gens pour des cons. On élit un mec avec un projet comme ça, et après il va faire ce qu'il dit, c'est-à-dire passer de l'euro au franc, donc refaire des billets. Si les gens ils ont voté pour lui, et qu'il est élu, et qu'il va faire ce qu'il fait, ils vont pas être affolés, puisque c'était dans son programme. Pour Apathy, les citoyens français, c'est pas des citoyens, c'est la populace. Non mais moi ce qui devrait affoler... C'est compliqué de toucher à la monnaie, il faut avoir des preuves. Mais attendez... Il faut que ça soit fait... sérieusement, autrement qu'avec des tampons. Là, voilà, il faut que ça soit fait sérieusement, autrement qu'avec des coups de tampon. Apathy n'a pas vu la métaphore, parce qu'il voit tout de suite des mecs qui vont reprendre des billets, tac tac, qui vont tamponner comme ça. Tout.
c'est une métaphore, c'est-à-dire qu'il va y avoir un truc transitoire, c'est ce qu'il essaye d'expliquer, voilà, et que on aura les billets qu'on aura sur le moment, mais qu'après ça prendra, les billets seront autrement. Le truc principal, c'est que les gens puissent continuer à vivre au quotidien comme ils vivaient avant, mais simplement avec d'autres monnaies. Je veux dire, encore 3 ans après la libération, on avait encore les tickets de rationnement. Et là, ils n'avaient même pas de billets en poche pour aller s'acheter à bouffer. On n'en est pas mort des tickets de rationnement, puisqu'on a réussi à avoir à nouveau une monnaie, on a réussi à remonter le pays, du coup à avoir une trésorerie. Et on a même créé la Sécu alors qu'on était ruinés. Non, mais c'est ce qui s'est fait très souvent, c'est ce qui s'est fait dans ce genre de situation. L'Empire austro-hongrois. L'Empire austro-hongrois. Voilà. Ben oui, c'est un exemple. Au début du XXe siècle, cet empire a éclaté et chaque pays, la Hongrie, l'Autriche et tout, ont retrouvé chacun une monnaie. Voilà. Ben, c'était au début du XXe siècle. Attendez, au-delà de ce détail, pourquoi toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont-elles explosé? C'est quand même ça la réalité. En réalité, une monnaie, c'est une solidarité nationale. Et ça, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Qui dit solidarité nationale dit nation, dit un pays. Or, l'Union européenne, que je sache, n'est pas un État, c'est pas un pays, c'est une institution. Donc ça ne tient pas l'euro, en fait, comme monnaie, si on prend l'explication d'Asselineau. Qui est une vraie explication, parce qu'il n'y a pas que lui qui dit ça. Étienne Chouard, qui est économiste aussi, le dit, Emmanuel Todd le dit aussi, Jacques Sapir le dit. Le problème qui se pose avec l'euro, c'est pas d'en sortir, c'est d'y rester. Parce que le débat n'a jamais eu lieu encore pendant cette campagne, c'est vrai que c'est un débat technique, et il faut savoir qu'actuellement on assiste à une divergence considérable des soldes Target 2. Est-ce que je peux vous montrer ceci? Vous pouvez. Je peux vous montrer ça. C'est un graphique que tous les Français devraient avoir à l'esprit. Alors le plus drôle, c'est que eux ne savent pas que ce graphique existe. Ils le découvrent. Alors que s'ils faisaient vraiment leur boulot, ils devraient l'avoir aussi. Au moins pour le contredire. En fait, ils ne savent même pas de quoi déjà Asselineau va parler. En fait, ils ne maîtrisent rien. C'est ça qui est complètement dingue. Et après, ils vont répondre avec des a priori, avec des approximations, vous allez voir. On a ici l'évolution depuis l'entrée de l'euro. Ça, c'est le solde de la balance des paiements courant à l'intérieur de la zone euro au bénéfice de l'Allemagne. Et ça, c'est au détriment de l'Italie et de l'Espagne. Donc il faut savoir qu'il y a 800... Ça monte beaucoup pour nos auditeurs, ça monte beaucoup du côté des Allemands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la même monnaie que nous, ils sont meilleurs. Mais c'est pas un problème de monnaie, c'est un problème de compétence. Non. Là, le journaliste, qui est souvent sa posture un peu arrogante, il le regarde un peu de haut comme ça. Là, il a voulu faire le malin, le journaliste. Non, il n'a pas compris que l'euro existait aussi bien en Grèce qu'en Allemagne, qu'en Espagne, qu'en France, etc. Sauf que il n'a pas la même valeur dans chacun de ces pays. C'est-à-dire qu'avec 1 euro en Grèce, on n'achète pas la même chose qu'avec 1 euro en Allemagne. Non, c'est un problème de monnaie parce que vous avez beau dire que les Allemands, les Grecs, les Italiens, les Espagnols doivent avoir la même monnaie, vous ne ferez pas en sorte de changer comme ça, par un coup de baguette magique, les Grecs, les Espagnols en allemand. C'est Marine Le Pen qui vous l'a donné parce qu'elle montre assez souvent le même genre de courbe. Non, mais Madame Le Pen, d'abord, n'y connaît rien. Deuxièmement, elle demande à M. Philippot de venir copier, mais tout le monde le sait, de venir copier un certain nombre de mes informations. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'il ramène Asselineau à Marine Le Pen. Pourquoi? C'est pour le discréditer, évidemment. C'est pour le faire passer pour un mec d'extrême droite qu'il n'est pas. Et ça c'est un autre débat, mais c'est clair, il n'est ni de droite ni de gauche, il est classé dans divers, il est au-dessus des partis, c'est le Asselineau, son parti aussi. Donc voilà. Et donc il ramène ça à Marine Le Pen, sauf que l'autre il répond, et blanc, et il répond ce qu'il faut répondre, c'est que Marine Le Pen est incompétente et que Philippot, c'est lui qui vient pomper tout ce que dit Asselineau pour qu'elle s'en serve sans rien comprendre. Voilà. Donc ils ont raté leur coup en voulant ramener Asselineau à Le Pen. Voilà, c'est raté. Ils sont cons. Hein. Nous avons à l'UPR notre responsable des questions monétaires, excusez-moi de le souligner, Vincent Brousseau, normalien, docteur en maths et docteur en économie, il a passé 15 ans à la BCE et 6 ans au service de la politique monétaire. Moi je sais de quoi je parle, et moi je suis un Français.
Je suis français, je suis père de famille, j'ai un appartement à Paris. Quel rapport avec la monnaie unique? Eh bien, le rapport, c'est que je ne suis pas... si je propose aux Français de sortir de l'euro, c'est pas par fantaisie. C'est parce que j'ai peur pour mes économies et que je veux voir baisser le chômage. Parce que notre monnaie actuelle est une monnaie surévaluée. Nous ne pouvons pas, sur longue durée, avoir la même monnaie que l'Allemagne. Ça creuse nos déficits commerciaux, ça fait exploser les excédents commerciaux de l'Allemagne, et surtout notre monnaie étant trop chère, ça fait augmenter continuellement le chômage. Moi, si nous sortons de l'euro pour recréer un franc qui perdra 10%, nous allons faire baisser de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs. Quand on n'avait pas la même monnaie que l'Allemagne, les choses n'allaient pas mieux. Ah si, il n'avait pas... Entre le marque et le franc, on dévaluait tout le temps et il réévaluait tout le temps. Oui, mais c'était... Si vous avez de la mémoire, et sans doute vous en avez, vous ne pouvez pas me contredire. C'est exact. Vous avez vu? Parce qu'en fait, Apathy, il ne sait pas quoi répondre. Alors il dit un truc comme ça, qui croit que c'est une évidence, mais c'est une fausse évidence. Parce que effectivement, quand on voulait relancer l'économie et faire baisser le chômage, je l'ai vu, moi, dans les années 80, et aussi dans les années 90, il me semble, et ben, pour relancer l'économie et faire baisser le chômage, ben, on dévaluait. Parce que la meilleure façon de pouvoir vendre ses produits et de les exporter, ben, c'est d'avoir une monnaie un peu plus faible. Enfin, voilà. Parce que si on est trop cher, personne n'achète. C'est pas plus compliqué que ça. Mais écoutez, nous avons vu... Mais attendez, allez donc dire aux Grecs et aux Espagnols et aux Espagnols... Vous parlez des différences de monnaie. Quand les Allemands avaient le marque et nous le franc, ça n'allait pas mieux. Si, parce que ça, je persiste ici. Ça... Voilà, et il recommence, comme ça, parce qu'il ne sait pas quoi répondre à Asselineau. Effectivement, si, quand il y avait le marque et le franc, on pouvait mieux s'en sortir, puisqu'on pouvait décider de dévaluer. Alors maintenant, allez décider de dévaluer l'euro en étant juste français. Imaginez la France qui dit « bah moi je vais dévaluer l'euro ». C'est pas possible. Donc on l'a dans le cul. Donc on est obligé de subir tout ce qu'on subit. Et cette façon de faire d'Apathy, c'est parce qu'il ne maîtrise rien, il balance un truc, mais il est incapable de démontrer ce qu'il dit, de prouver ce qu'il dit, et du coup il fait « ha, je te prends de haut » parce que bah, c'est la seule façon de reprendre la main pour lui, sauf que c'est lui qui est ridicule, là. Voilà. Et comme c'est Monsieur Apathy à Radio France, comme on n'a pas d'argument en face parce qu'on n'a pas bossé, parce qu'on maîtrise que dalle, et ben on essaye de faire passer l'autre pour un illuminé qui lui est sérieux et il sait de quoi il cause. Après on n'est pas obligé de partager les idées d'Asselineau, mais lui il est carré, il veut faire ce projet, et ben voilà. Sauf que lui il est carré, il est documenté, il est sourcé, voilà. Pendant la période des 30 Glorieuses, et les Français se sont très bien portés. Nous avons vu le chômage exploser depuis l'euro, et ça va continuer. Alors vous trouvez donc que l'euro est trop cher. Si on sort de l'euro, vous estimez que la dévaluation du futur franc par rapport à l'euro sera de 10%. Pourquoi 10%? D'où vous sortez cette évaluation? Enfin, d'où ça vient? Alors, ça vient, je ne vais pas vous remontrer mon graphique, mais c'est un graphique qui trace l'évolution de solde de la balance des paiements à l'intérieur de la zone euro. Ça n'est pas seulement moi qui le dis, c'est le Fonds monétaire international, c'est ING, c'est Nomura, c'est Natixis. Le Fonds monétaire international a fait une étude sur oui, absolument. Voilà. Et ça, Apathy et les autres, c'est pareil, hein, ils ne savent même pas que le FMI a fait une étude. Ils devraient, pourtant c'est leur boulot, ils devraient le savoir. Ils peuvent même pas le contredire. Mais ils vont trouver d'autres techniques, comme je disais, pour essayer de l'enfoncer, sauf que ça prend pas. Et qui ont estimé que le franc serait, que le manque de compétitivité serait de l'ordre de 6 à 10%. Donc en fait, lorsque l'euro explosera... Parce que la compétitivité, c'est pas la même chose. Oui, lorsque l'euro explosera... C'est pas la même chose. Lorsque l'euro explosera, parce que l'euro va exploser, quel que soit le président qui sera élu, l'euro finira par exploser. Donc lorsque l'euro explosera, le nouveau franc perdra sans doute à peu près une dizaine de points par rapport au cours pivot vis-à-vis du dollar. Le marque nouveau prendra à peu près 15 à 20%. La drachme nouvelle perdra à peu près 40 à 50%. Bah attendez, mais quoi, l'Allemagne va repasser au marque parce que nous serons passés au franc? La journaliste, elle est très forte là. Parce qu'elle croit que l'Allemagne va rester à l'euro si elle n'a pas envie de repasser au marque quand la France n'y sera plus dans l'euro. Bah, elle n'a pas réfléchi un coup que si la France se barre de l'euro, il n'y a plus d'euro. Ou si la France reste dans l'euro et que l'Allemagne se barre, il n'y aura plus d'euro. Idem avec l'Italie. Elle n'a pas compris ça. On est des pays contributeurs. S'il y en a un qui se casse, c'est fini. Il n'y a plus d'euro.
Mais ça, c'est incroyable, hein. Elle est journaliste à France Info, et info, comme disait Coluche, hein. Et elle n'a pas compris ça. Et moi, ça me fait chier de payer quelqu'un comme ça, moi, en tant que contribuable. Je préférais payer un petit peu plus à la limite d'impôt pour que ça paye des profs dans les écoles. Quoi, l'Allemagne va repasser aux marques parce que nous serons repassés au franc? Mais vous savez, les Allemands, c'est ce qu'ils souhaitent, hein, parce que l'augmentation que je vous ai montrée, le chiffre, la Bundesbank sort tous les mois le nouveau chiffre. Ils ont sorti le dernier chiffre, c'était avant-hier, 829, mon graphique est déjà périmé, 829 milliards d'euros venus des pays du Sud. Et contrairement à ce que vous pourriez imaginer, ça ne plaît pas du tout aux Allemands, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet argent qui vient se réfugier en Allemagne, parce que les partisans, les grandes fortunes des pays du Sud savent que lorsque l'euro explosera, il vaut mieux avoir des comptes en Allemagne qui seront transformés en marques, eh bien, tout ceci, ça se traduit par une augmentation des créances de la Bundesbank sur les banques des pays du Sud, ce dont ils ne veulent absolument pas, puisque ça fragilise le bilan de leur banque centrale. Et voilà, et toc, et du coup ils sont obligés d'enchaîner sur un autre sujet, je ne vais pas le développer. C'est sur la dette, c'est intéressant, mais bon, sinon c'est trop long. Mais voilà, et du coup ils enchaînent parce qu'ils ne savent pas quoi lui répondre. Comme ils se sont fait rétamer jusque-là, les journalistes, là maintenant ils vont essayer de charger avec le complotisme. Simplement, ça ne va pas prendre. Et en plus, bon, sur la géopolitique, c'est pareil, ils ne maîtrisent pas grand-chose et Asselineau va leur donner une leçon. Moi, je trouve ça génial. Et pourquoi France Info a invité Asselineau? C'est très simple, c'est que parce qu'ils étaient obligés, on était en période d'élection présidentielle, donc il fallait un temps de parole pour tous les candidats. Mais là, sinon, vous ne le verrez jamais, parce qu'ils ne savent pas quoi répondre en face. Parce qu'ils ne bossent pas. Souvent, M. Asselineau, de favoriser les thèses complotistes. Vous avez déclaré sur TF1 « J'en ai assez de cette chasse aux complotistes qui stigmatise les Français qui ont le droit d'avoir des doutes. » Oui, c'est le principe même des doutes, c'est le principe même du doute. Vous savez, la classe... Attends, excusez-moi. On ne va pas parler de la philosophie du doute. Ah oui, alors la Paty, là, on va pas parler de la philosophie du doute, tu m'étonnes. C'est-à-dire, t'accuses quelqu'un de complotisme, déjà, tu sais que toi, t'es bourré de certitude, parce que ceux qu'on accuse de complotistes sont ceux qui ont des doutes sur les choses, qui posent des questions. Et là, Paty, ça, il peut pas comprendre ça. Lui, il faut qu'il... Il y a une religion à défendre, il y a des croyances à défendre. Alors la religion, c'est la transition énergétique telle qu'elle est aujourd'hui, il ne faut pas la contester. L'Union européenne, donc voilà, et il y a eu la période Covid avec les vaccins et la doctrine, il n'y a pas de traitement. Et on peut rajouter le 11 septembre et Apollo 11. Hein, Apollo 11, c'est quand on est allé sur la Lune en 69. Donc Paty, il est à fond là-dedans. Et donc il ne veut pas aller sur la philosophie du doute, tu m'étonnes, parce qu'il maîtrise que dalle. Quand quelqu'un est bourré de certitude comme lui, le doute, c'est un truc qu'il ne peut pas percuter ça. Desproges a eu cette phrase géniale, Pierre Desproges, c'est « La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute ». Il aurait été... un mec comme Paty ne peut pas comprendre ça. Donc il y a une doxa, il y a des croyances, il y a une religion et il y a une inquisition. Ils disent qu'ils sont journalistes, mais en fait, ils sont juste propagateurs d'une doctrine. De quoi vous doutez-vous, François Asselineau? Eh bien, par exemple, de l'affaire syrienne. Là, on nous annonce d'un seul coup que Bachar el-Assad aurait gazé des enfants. Eh bien, moi, je dis que nous n'en savons rien. Je dis que l'expérience antérieure nous savons le chat est chaud des crins l'eau froide. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire des armes de destruction massive qui étaient prétendues être de Saddam Hussein. C'est pas trop froide là, c'est pas très... Non. Essaye de faire de l'humour. Hein. Enfin, disons que l'eau, elle est plutôt tiède. Hein, parce qu'il ne sait pas quoi répondre. Hein. Il essaye de faire un peu d'esprit, le mec, mais il n'en a pas d'esprit. Mais il a toujours ce regard comme ça, là. Parce qu'il ne faut pas perdre la face. Hein. Donc on a le regard inquisiteur comme ça. Là. En fait, il n'est pas dans une émission de radio, Asselineau. Il est face à un tribunal. Oui, mais attendez. Il y avait des armes de destruction massive chez Saddam Hussein ou pas? Non, mais attendez, en 2003, je suis désolé. Il y a des armes chimiques chez Saddam Hussein ou pas? Eh bien écoutez, Chez Bachar el-Assad, moi ce que je sais chez Bachar el-Assad, c'est qu'il y a eu l'affaire de la Ghouta, le massacre de la Ghouta en août 2013.
Eh bien, le rapport très récent, 4 ans après, du MIT, c'est-à-dire l'institution la plus prestigieuse des États-Unis, a conclu que très probablement, en fait, ça venait des zones rebelles. Je ne suis pas là pour défendre Bachar Assad, je suis là pour dire la vérité. Mais si, allez vous renseigner, allez vous renseigner. Mais je ne suis pas le journaliste, c'est vous qui devriez aller vous renseigner. Et toc. Hein, mais franchement, c'est un des rares politiques à faire ça. Je crois que même c'est le seul. Parce que de toute façon, lui, il est factuel. Il est dans une posture d'homme d'État. Lui, il s'en fout. Il se présente au présidentiel. C'est pas un politicien. Donc, eux, ils adorent recevoir des politiciens. C'est parce que les politiciens, ils utilisent la langue de bois, ils répondent pas aux questions, et puis ils font copain-copain avec les journalistes. Donc ça va. Mais lui, non. C'est ça qui est génial. Je veux dire, on en voudrait plein des comme lui, que ce soit à droite ou à gauche. Hein. Et par ailleurs, mais allez vous renseigner. Je suis persuadé, vous savez, qu'il n'y aura pas de suite à ça, parce que vous allez vous renseigner, vous allez découvrir que mes informations sont justes, et que d'un seul coup, tout le monde va se taire. Vous avez des informations, monsieur Asselineau, des informations selon lesquelles Bachar el-Assad n'aurait pas utilisé d'armes chimiques. Vous dites clairement c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux, je dis et vous avez des informations sûres comme quoi c'est lui? J'entends ce que dit la communauté internationale. Non, c'est pas la communauté internationale. Ce sont les États-Unis d'Amérique plus un certain nombre de médias occidentaux. La communauté internationale, c'est 195 pays du monde aux Nations Unies, et derrière, il y a la Russie, la Chine et 140 pays du monde qui ne sont pas d'accord. Enfin, comment ça se je ne passe? dis pas que les médias mentent, je dis qu'en l'espèce, les États-Unis d'Amérique, M. Trump, a envoyé des missiles sur la Syrie, il n'en a pas le droit au regard du droit international. Il n'y a pas d'État qui a le droit de se faire justice soi-même. Sinon, c'est la loi de la jungle. Et il n'y a pas d'État qui a le droit de tuer toute une partie de son peuple. C'est exact, mais ça, il faut encore le prouver. Vous il faut pensez que les massacres en Syrie... Mais encore une fois, en 2003, mais moi je parle... Là, on parle de la Syrie. Oui, mais moi je parle de 2003. Des 200, 300, 400 000 personnes. Non, moi je parle de 2003. Mais pas de la Syrie. Là, je parle de 2003. Rappelez-vous, Jacques Chirac... C'était il y a 15 ans. Mais je peux parler ou pas? Voilà, c'était il y a 15 ans, donc on ne peut pas en parler, c'était il y a 15 ans. Et là, il te parle d'un fait qui ressemble à un autre fait, mais donc il utilise Asselineau ce qui s'est passé en 2003. Mais il a raison, parce que le procédé elle-même, on veut nous faire croire à un truc alors qu'on n'a pas les infos, on ne sait pas. Mais il faut qu'on croie que l'autre il a gazé son peuple, etc. Parce que c'est ça qui se dit, c'est ça qu'il faut croire. Peut-être, ou peut-être pas. Mais je peux parler ou pas? Sinon, Bien sûr. En 2003, il y a eu des armes prétendues de destruction massive. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre contre l'Irak. Rappelez-vous, le secrétaire, M. Colin Powell, secrétaire d'État, qui à l'ONU avait osé agiter une fiole en disant c'est le bacille du charbon. Les États-Unis sont intervenus, avec d'ailleurs une partie des États membres de l'Union européenne, mais pas la France, parce que Jacques Chirac avait dit non, justement parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Le résultat, après 10 ans, c'est quoi? Il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Les seuls qu'on avait, c'était les États-Unis eux-mêmes. 2, il y a eu plus d'1 million de morts, et c'est un pays ruiné, et c'est un pays où se développe le terrorisme. C'est ça que vous approuvez? Eh bien, ça, sur l'affaire syrienne, il y a eu la destruction des armes chimiques qui a été faite en Syrie à la demande de la Russie et avec le contrôle des Nations Unies. Est-ce que tout a été détruit? Je n'en sais rien. Mais vous non plus, vous n'en savez rien. Et voilà. Et il a raison. Ils n'en savent rien. Et ça, ils n'aiment pas, les journalistes. Ils sont obligés de le subir parce qu'ils sont obligés de l'inviter parce que c'est les élections présidentielles. Ça, c'est savoureux. Il devrait y avoir des élections présidentielles toutes les semaines. Hein. Sérieux. Tout ça, on verrait des mecs comme ça en train de les fusiller en leur faisant comprendre que de toute façon, c'est des branleurs, ils ne font pas leur boulot. Et vous voulez m'intimider pour dire que... Non, vous voulez m'intimider pour me dire que le président... C'est une tentative vaine à laquelle personne ne peut vous intimider. Non, parce que est-ce que ça veut dire que je suis comme l'aurait été Charles de Gaulle en l'espèce, je ne me laisse intimider par personne. Moi, je suis pour que la France soit le porte-parole du droit international. Le droit international n'est pas à géométrie variable. Est-ce que ça veut dire, du coup, vous parlez qu'il faut de renouer avec une politique de paix dans votre programme, est-ce que ça veut dire qu'il faut parler avec Bachar el-Assad? Vous dites qu'il faut parler avec les Russes, avec la Turquie, on parle avec Bachar aussi. La solution, elle peut venir de Bachar. On parle avec tout le monde. Voilà, elle pose une question, alors que c'est une évidence, il faut parler avec tout le monde. L'histoire du XXe siècle nous le montre. Je veux dire,
Quand il a fallu renverser Hitler, Churchill, Roosevelt et Staline ont parlé ensemble. À la libération, De Gaulle s'est adressé à Staline, a discuté avec Staline. Je veux dire, voilà, on peut en citer plein comme ça. De Gaulle a reconnu la Chine populaire parce qu'il fallait discuter avec Mao et que le peuple chinois existait, et il existe toujours. Il a fait pareil avec Tito, et De Gaulle a entretenu des relations avec Castro aussi, donc voilà. D'ailleurs, écoutez, il y a encore une dizaine de jours, c'était pas moi qui le disais, c'était le président des États-Unis soi-même, qui, soit dit en passant, me paraît être une espèce de Tsipras américain, c'est-à-dire qui fait un revirement complet par rapport à ses promesses électorales. Moi, je veux effectivement qu'on parle avec tout le monde. On ne va quand même pas enlancer la France, par exemple, dans un risque de guerre avec, à terme, la Russie, qui est quand même la deuxième puissance nucléaire mondiale. Il a tout résumé. Et là, c'était en 2017, mais là, on est dans le vif du sujet, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'effectivement, il faut discuter avec la Russie. Effectivement, il faut régler ce problème en Ukraine, mais c'est pas avec ces va-t-en-guerre du camp du bien là, chez nous qu'on va y arriver. Et c'est hallucinant, parce que ces mecs ont fait Sciences Po, ils ont fait des trucs, ils sont incultes, ils connaissent rien. Ou en fait, ils bossent pas. C'est des branleurs. Parce que les vrais journalistes, ceux qui font bien leur boulot, bah d'ailleurs, ils ont plus de boulot. Parce qu'il y a une phrase qui est très connue qui dit que il existe deux types de journalistes. Hein. Il y a ceux qui sont sincères et ceux qui ont un emploi. Là, vous avez l'exemple sous les yeux. Et il y a un dicton qui dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et bien en fait, dans la corporation du journalisme, c'est rempli de gens qui n'ont vu que des doigts en fait. Et cerise sur le gâteau, là je vais vous montrer des prédictions de cet invité au moment des élections présidentielles de 2017. Il se trouve que ce qu'il avait prédit s'est réalisé. Donc ce que je vois, c'est qu'on est en 2024 et qu'on est toujours dans l'Union européenne. Donc à mon avis, là ce qui va nous arriver, ça va être le rouleau compresseur. Là. On va tous nous aplatir et on n'aura pas le temps de le voir venir. Les médias, c'est à moi qu'ils devraient donner la parole. Ils devraient la donner d'autant plus que j'avais prévu ce qui allait se passer. Regardez, c'est parce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça, c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre, s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Autre débat relancé ce week-end, celui de la baisse de 7 milliards d'euros des prélèvements obligatoires qui méritent quelques explications. C'est le gel du SMIC. Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la une. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. C'est la réforme du droit du travail. Première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été, l'assouplissement par ordonnance du Code du travail. Quel changement concret? Pourquoi est-elle si sensible cette réforme? Rendez-vous tout à l'heure. Avec la baisse de l'assurance chômage, voilà. Buona presi spaghetti e vedi ieri dana. E le vedi che per me chi è, non me ne